Salut, salut tout le monde. C'est une vidéo spéciale aujourd'hui. Alors on est le 2 janvier 2024, incroyable. 2023 est passé à une hyper rapidement. Donc il est 7h18 du matin à Santa Monica. Et je fais maintenant, ce sera l'épisode 38. Et voilà, j'ai un peu de mal à faire cette vidéo parce qu'elle est hyper importante pour moi. Elle est hyper éprouvante, difficile, mais je vais essayer d'être calme, posé. Et cette vidéo sera centrée autour de ma mère et de ma relation avec ma mère. Et voilà. Donc, jamais de ma vie, je n'aurais pu penser que je ferais une vidéo sur ma mère. Mais voilà, je réalise aujourd'hui que je suis tiraillé dans l'idée d'avancer, de tout laisser derrière moi, ou bien de parler de mes épreuves, en espérant qu'elles rendront certains sujets moins tabous et qu'elles peut-être permettront à d'autres personnes, des enfants ou des adultes ou des jeunes adultes, de pouvoir parler de ces sujets-là, qui sont très délicats, qui sont le rapport à la famille et surtout le rapport aux familles ultra dysfonctionnelles. Je rajoute ultra parce que tu as des niveaux, tu as le dysfonctionnel et après tu as le ultra. Et je crois qu'il y a encore pire, mais bon. Bref, j'ai du mal à faire cette vidéo parce que voilà, j'imagine à peu près ce que vont être les opinions de pas mal de gens que je connais. Mais voilà, j'avais besoin de comme on dit en anglais, spill the beans, ce qui veut dire voilà, renverser les haricots. Parce que je crois que ça suffit. La connerie familiale, intergénérationnelle, des traumas. Et donc j'en parle pour un peu désacraliser la chose et puis et pour comment dire, peut-être enlever un de ces tabous qui est voilà, le respect inconditionnel aux parents. Et donc j'ai décidé de ne pas me sacrifier. Donc voilà. Jusqu'il y a pas longtemps, jusqu'à l'âge de, on va dire, 45 ans, j'ai identifié, perçu, vécu, ressenti que ma mère était un ange, qu'elle était parfaite, qu'elle était un exemple. J'en étais fier d'ailleurs. Et que voilà, que en fait le monde était injuste, qu'elle avait été abusée. J'ai tout avalé. Et quelque chose s'est passé, j'en parlerai dans une autre vidéo, et petit à petit j'ai commencé à sentir des choses en moi. Ça a commencé avec le décès de mon père, qui est mort en 2002. Et quand mon père est mort, j'étais toujours dans le lavage de cerveau familial, à croire que mon père était mauvais et que ma mère était un ange. Quand mon père est mort, j'ai vécu l'une des plus grandes souffrances de ma vie, parce que j'aimais mon père. Et quand il est mort, j'ai perdu tout espoir de pouvoir renouer avec lui. Et j'espère qu'il me pardonne en tout cas, là où il est. Mais j'ai eu une enfance tellement flippante, tellement dysfonctionnelle. Je suis
je suis étonné d'être là et de pouvoir en parler. Je ne sais pas si j'ai totalement survécu, mais j'en parle pas pour vider mon linge sale en public. J'en parle pour d'une certaine manière que ça puisse être communiqué officiellement une fois et que je puisse passer à autre chose. J'ai une enfance extrêmement difficile entre l'expérience terrifiante d'être dans une famille où tu sais pas quand est-ce qu'il y aura une dispute ou une colère, le manque d'empathie de parents complètement émotionnellement immatures, complètement perchés, avec des comportements ahurissants. Et moi, avec mon hypersensibilité, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai voulu me préserver en passant les années en me disant les pauvres. Donc j'ai souffert le fait d'une certaine manière à un moment donné d'avoir l'impression d'être le parent de mes parents. Et après j'ai voulu essayer de voir si je pouvais pas avoir une famille dans la banlieue où j'étais à l'époque, Aubervilliers, La Courneuve, et c'était hyper chaud entre les racailles, tout ça, il fallait survivre. Et donc j'avais la violence chez moi et puis il y avait la violence dans les quartiers avec des abrutis, des racailles à la noix. Et c'était la loi de la jungle. Ah, le soleil. Wow. Peut-être que c'est mieux comme ça. J'ai un peu plus de lumière. Désolé pour... Et donc je ne sais pas comment j'ai pu être épargné. J'ai survécu la banlieue, mais je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ma famille, mais je n'arrivais pas à l'exprimer et encore moins à l'assumer. Donc il y avait une forme de honte derrière, et ce que je voyais chez moi n'avait pas de sens. Pas de sens intellectuellement et pas de sens émotionnellement. Donc j'ai avancé dans la vie en me disant peut-être que c'est simple, c'est peut-être ma mère qui est victime et mon père qui est abusif. Les deux étaient, on va dire, frappés. Et donc je me suis associé à la perception de ma mère. Ça doit être un sujet que tout le monde connaît. Et j'ai cru tout ce qu'elle disait en me disant c'est ma mère, elle est là, elle défend mes intérêts, donc je ne peux que la croire. Et voilà, donc et toi tu grandis avec une mère que t'aimes et tu la vois se comporter de manière totalement abusive, folle au quotidien. Et quand t'es petit, le seul truc que tu veux, c'est peut-être dans tout ce bordel, est-ce que je peux peut-être avoir un câlin de ma maman ou une étreinte ou qu'elle me dise je t'aime? Non. Donc t'as le chaos atomique et en même temps, moi, en tant que gamin, je me dis est-ce que je peux avoir un signe d'amour juste un tout petit peu, quoi, juste que je puisse construire dessus, tu vois. Et non. Et j'ai le soleil qui se lève là. Et j'ai beaucoup de mal à en parler parce que je sais que je vais pour certains paraître ingrat. Et je sais que leur vie n'a pas été facile. Et je sais que certains vont me dire ah c'était une autre génération, faut les comprendre, blablabla, tu te rends pas compte, c'est grâce à eux, enfin je connais le discours. Et aujourd'hui je vais dire on peut aller dans le spirituel, on peut aller dans les valeurs, on peut aller dans ce qu'on veut. Aujourd'hui pour moi c'est des conneries quand il n'y a pas le courage, la force, le courage et le cœur pour faire le bien. Donc tu peux, même il y a des pires raclures qui peuvent avoir une forme de rédemption. Ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire qu'ils auraient pu mieux faire, je sais pas, mais au moins je peux pas je ne sais même pas. Je crois qu'ils n'avaient aucune capacité de pouvoir de ressentir la souffrance que leurs enfants traversaient. Je pense qu'ils étaient
noyés par leur souffrance. Et voilà. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, je ne suis même pas en train de dire, je suis en train de faire un constat. Et je veux exprimer une partie de la réalité à travers ma perception. Je suis sûr que quelqu'un d'autre va me dire « Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça », mais je m'en tape. Aujourd'hui, je parle de ce que j'ai perçu à travers les yeux d'un petit enfant. Et ensuite, bon voilà, donc finalement, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé pris dans une sorte de perception commune avec ma mère, ce que j'ai décrit dans une vidéo précédente quand je parlais de l'enchevêtrement familial. Et ma mère a fait un travail brillant sur la durée, pendant pas mal d'années, d'être chiante, d'être pénible, d'être totalement insatisfaite en permanence, avec des rages, des furies spectaculaires que naturellement personne n'a vu puisque ça se faisait toujours dans l'intimité. Et aujourd'hui que je suis un homme d'un certain âge, avec un minimum de vécu, je me dis mais je sais pas comment mon père il a tenu et bon ça l'a pas aidé, hein. Donc il a plongé encore plus dans ses dysfonctions, donc il est devenu de plus en plus abusif. C'est comme si en fait ma mère avait ce tigre à la maison qu'elle a dû désirer ou qu'elle a dû apprécier pendant juste le début de la relation et qu'en fait après elle a passé le plus clair de la relation pour essayer de le transformer en chaton. Et le truc il marche pas quoi. À la fin tout le monde pète un câble. Et donc moi je me retrouve dans cette atmosphère et comment trouver du sens dans tout ça? Je me dis bon ben ma mère est abusée, mon père est l'abuseur, donc maman c'est le bien et papa c'est le mal. Et je me suis vraiment tiré une balle dans le pied hein, à l'époque et personne ne m'a expliqué parce que tu sais en famille, les histoires de famille ça fait chier tout le monde, donc personne n'est venu me guider ou quoi que ce soit. Donc à 19 ans, non à 18 ans, peut-être ouais, 18-19, je tiens tête à mon père et je lui dis écoute, c'est la dernière fois que tu me punis physiquement et j'étais prêt à me battre. Et là, je reconnais pas mon père et là j'étais flippé parce que mon père c'était un molosse, malgré son âge. Il avait des mains, c'était des paluches et je me suis dit oh là là. Et là on a une conversation hallucinante, conversation que je n'ai jamais pu avoir avec ma mère, où il me dit que c'est la manière dont il a été élevé. Il me dit ce qu'il me dit, je ne sais pas si ce qu'il me dit est vrai, mais en tout cas je le prends comme vrai. Et il me dit que voilà, qu'il s'excuse et que ça se reproduira plus jamais. Et là je me dis mais hallucinant quoi. Je ne m'attendais pas du tout, j'étais persuadé que... J'ai eu énormément de bons moments avec mon père. Et bizarrement, c'est des bons moments que j'ai dû garder pour moi, que je n'ai jamais pu partager avec ma mère, parce qu'il y avait une telle dichotomie entre les deux, que finalement, ce que je retrouve, c'est que... à ce moment-là, le mal était fait. Ma mère, avec toutes les années, sa présentation victimaire et victimisante m'a lavé le cerveau. Et il y a eu un phénomène un peu comme de syndrome de Stockholm, où finalement ma mère, mes sœurs et moi ne formions plus qu'un blob, comme une secte en fait. En fait, je ne me rendais pas compte à l'époque que je ne pensais plus par moi-même, que je pensais comme la secte, qui était constituée par ma mère, mes sœurs et moi. Ma mère, avec ses travers psychologiques, ses violences, nous a lavé le cerveau à nous tous. C'est-à-dire qu'en gros, on a internalisé l'idée que si on ne pensait pas comme notre mère, on serait puni. Si on critiquait la secte, on serait puni. Si on faisait quelques efforts d'individualisation, on serait puni. Il faut savoir, quand je dis on serait puni, ça veut dire le tsunami de violence physique et psychologique. Parce que nous, on a internalisé la violence. Donc pour nous, c'était l'inconnu, l'imaginaire. Et donc
Et donc moi, malgré que j'aurais pu avoir une relation avec mon père à ce moment-là, d'adulte à adulte, j'ai décidé de le rejeter. Et ça a été l'une des premières plus grandes erreurs de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est uniquement récemment, il y a quelques jours, grâce aux vidéos que je fais, qu'il y a des éveils. En fait, j'ai passé, depuis mon père est mort en 2002, et j'ai passé, il n'y a que peut-être 6, 7, 8 ans que j'ai réalisé que je m'étais fait avoir, que j'avais été, voilà. Et j'ai culpabilisé énormément en me disant, voilà, j'ai rejeté mon père alors que je l'aimais, et il est mort avant que je puisse renouer avec lui. Et donc ce qui s'est passé, je découvre là, ces derniers jours, ce concept d'enchevêtrement que j'avais commencé à étudier il y a pas mal de temps, mais je n'arrivais pas à le savoir comment il s'appliquait à moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je rejetais mon père, c'était pas moi qui rejetais mon père, c'était la secte, on va dire. La secte, c'est-à-dire mes sœurs, ma mère et moi, qui formions une seule sensibilité, un seul cerveau. Et donc, en fait, j'étais le communicant, l'émissaire de la secte. Et aujourd'hui, j'ai du mal à exprimer tout ça, parce que je crois que quand on aime toujours ses parents, et j'aime mes parents malgré tout ce que je dis là. Je les aime les deux, et j'ai juste le courage de pouvoir le dire aujourd'hui, chose complètement impensable, ne serait-ce qu'il y a un mois ou deux. Et donc voilà, un monde s'écroule à ce moment-là. Je décide de ne plus parler à mon père, et j'étais persuadé jusqu'il y a 7-8 ans en plus, que mon père était quand t'es gamin en plus, tu vois les choses un peu en noir et blanc, que mon père était le méchant et que ma mère était la gentille, que mon père était dysfonctionnel et que ma mère était parfaite, c'était un ange. Je me suis vautré. Je me suis complètement vautré, et ça fait mal. Ça fait super mal. J'ai en gros limité mon développement émotionnel et mon individualisation pour pouvoir honorer la secte et la perception commune avec ma mère. Et aujourd'hui, j'en parle en espérant que le sujet va devenir de moins en moins tabou concernant les abus familiaux. Et aujourd'hui, en tant qu'homme, j'arrive aussi à me projeter, à pouvoir m'imaginer est-ce que j'aurais fait mieux que mon père si j'avais été dans sa position. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que je pense que le monde aujourd'hui est d'une telle médiocrité émotionnelle que en fait personne n'évoque la souffrance que subissent les hommes, la castration que le monde moderne leur fait subir, et le fait que, en gros, toute forme de masculinité, d'autorité, d'amour paternel est tuée dans l'œuf et démonisée. Voilà. Et d'ailleurs, une de mes sœurs qui a un certain nombre de pathologies liées au cluster B, et notamment qui est histrionique, a été complètement pour moi avalée par la secte. Et en fait, c'est comme... pourquoi je parle de secte? Parce que j'ai pas trouvé de meilleur exemple. C'est comme si tu as un gourou, en l'occurrence à l'époque c'était ma mère. Ça crée une perception commune, victimaire, de manipulation, monde de déni, immature, tout ce que tu veux. Et après, ce groupe défend la secte instinctivement. Donc même si tu enlèves le gourou, tout le monde va continuer à réfléchir avec les mêmes codes et les mécanismes de la secte, sans aucune forme d'individualisation sérieuse. Et donc après, le gourou peut partir, mais quelqu'un d'autre dans la secte peut prendre la place du gourou et devenir super gourou, en fait. Et ça reste, tu vois, une secte.
Et donc cette sœur, il y a quelques années, peut-être, je sais pas moi, 3, 4 ans, 5 ans, on est au téléphone. Et j'étais en train de me gratter la tête en me disant, il y a peut-être un malaise familial qui est chelou, quoi, parce que plus j'avance dans la vie, plus je mature, plus je m'individualise. Et je lui dis, tu sais, je pense qu'on a maltraité papa, tu vois. Je pense que même si il a ses travers, c'est que tu es quand même un être humain et on ne peut pas justifier quoi que ce soit en disant, bah, voilà. Donc je lui ai dit ça. Je pense qu'on a déconné et tout ça, et je pense qu'il y a des choses, et donc j'évoque ma mère et tout, et puis instinctivement, sans même aucune réflexion intellectuelle ou une forme d'empathie, ni pour moi ni pour mon père, j'ai ma soeur qui me répond, mais tu sais, papa, il n'était pas si génial que ça, il a trompé maman et tout. Et là j'ai senti le gros train, le guilt trip immature, manichéen, du jugement. Et là j'ai vu et la femme et l'enfant utiliser les codes de défense et de culpabilisation, et j'ai trouvé ça pitoyable. Et je lui ai répondu, mais tu sais, si j'avais une femme, moi, comme maman, pendant un certain nombre d'années, mais je l'aurais trompée 10 fois. Bon, je disais ça pour déconner, hein. Je ne fais pas la promotion de tromper ou de l'adultère, au contraire. Je trouve ça pitoyable, et c'est pas du tout mes valeurs. Mais j'en parle parce que je pense que tout ce qui est valeur morale dans un environnement immature, ça devient un arsenal de manipulation, de défense, de création de culpabilité qui ne sont pas meilleurs. Et donc, et là, petit à petit, je commence à commencer à comprendre qu'il y a eu une certaine forme de secte et que j'en ai fait partie. Et donc je me rends compte petit à petit, et c'est dingue parce que jusqu'à 45 ans, j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, que papa méchant, maman gentille, voilà. Et je suis sur le cul. Maintenant je me rends compte que les personnes qui sont prises dans des sectes, enchevêtrées dans des sectes, mais et c'est mort, hein. C'est mort. Et ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles de la personne. Ça peut être, une secte peut être complètement manipulée par un charisme exagéré d'un gourou ou quelqu'un qui a l'ascendant sur le moment, un moment de faiblesse dans la vie, et les mécanismes sectaires font qu'il y a une sorte de rituel, de tradition, de choses. Donc voilà, maintenant je reviens au sujet le plus important, c'est mon rapport avec ma mère et comment, pour moi, ma mère a tout détruit. Elle ne s'en rend pas compte. Et je pense que c'est dangereux pour elle de s'en rendre compte, donc je pense que je me demande si c'est pas intentionnel, ou en tout cas un réflexe. Ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe. Et aujourd'hui, quand je me réveille, j'en souffre alors que j'essaie d'aller de l'avant. Et je réalise que tu peux pas mettre ces choses-là sous un tapis et te dire allez, maintenant sois heureux, tu vois. J'ai idéalisé ma mère et j'ai cru que c'était le camp du bien, et je vois la violence et la cruauté. Pour moi, c'est bien simple. Il y a les deux personnes les plus cruelles que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Voilà, il n'y en a que deux. C'est ma mère et l'autre, j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais ça m'a demandé 10 ans, plus de 10 ans, pour arriver à cet éveil. Cet éveil a commencé quand j'ai eu mon divorce. Et j'ai commencé à faire un travail de malade pour comprendre la psychologie. Je suis rentré dans une étude en profondeur sur les cas de perversion narcissisme. En anglais, on appelle ça, il y a le narcissisme, NPD,
Et l'aspect borderline, l'aspect antisocial et l'aspect histrionique. Et donc je me suis attelé à la tâche parce que je le dis aujourd'hui et à ma mère que les souffrances du passé c'est fini, que ça s'arrête avec moi. Il n'y aura plus ce genre d'abus et de conneries plus jamais. Que je crée de nouvelles fondations pour mon nom et pour ma famille, basées sur des valeurs de maturité émotionnelle, de respect, d'amour, de compassion, d'empathie, de connexion, d'harmonie et de responsabilité personnelle et de courage, de force pour essayer de ressentir l'autre, pour essayer de connecter vers l'autre. En tout cas, j'ai décidé de rendre officielles ces valeurs-là dans les nouvelles fondations que j'espère constituer pour moi, pour mes enfants, pour j'espère mes petits-enfants. Et l'un de mes outils pour ça, c'est de communiquer. De communiquer ce que j'ai traversé et de communiquer sur ces abus qui sont sur la durée, qui sont extrêmement néfastes et destructeurs, qui te détruisent le cerveau, l'âme, le cœur, le corps. Et donc aujourd'hui, je vois comme j'ai cette image où je vois cet accident de train au ralenti où tu sais que ça va se péter la gueule, que ça va être une horreur, que ça va être... Mais c'est au ralenti, donc tu as peut-être le temps de prendre un café. Et j'ai l'impression qu'il y a une de mes sœurs et ma mère, les éléments des plus dysfonctionnels, qui espèrent que je puisse rentrer dans le wagon avec elles et qui sont dans leur monde, dans leur perception du bien, du mal. Et moi je vois ça et je me dis non, je rentrerai pas dans le wagon. Et aujourd'hui, je pense à toutes ces mères dysfonctionnelles qui en plus souffrent. Je sais même pas de démoniser ma mère ou de l'insulter. Je dis juste ça a été ce qui a été. Je pense que ça doit être ces comportements toxiques d'une violence extrême sont liés forcément à des souffrances. Mais j'en ai marre d'excuser des comportements violents, dangereux, toxiques, en disant le pauvre, il ne savait pas ce qu'il faisait. Le mal est fait, le mal est fait. Aujourd'hui, j'ai cette image qui me hante tout le temps. Parce que j'ai idéalisé ma mère et je pense à toutes ces mères complètement immatures, incapables de gérer les émotions violentes en elles et qui pètent un câble et qui détruisent tout. Ça me fait penser cette image que j'ai en moi de cette mère qui est endommagée et qui souffre et qui décide de brûler toute la forêt avec ses enfants dedans. Donc pour moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai rien pu faire pour renouer avec mon père. J'ai rien pu faire pour protéger mes sœurs. Et aujourd'hui, je peux en parler. Ça ne m'étonnerait pas que cette vidéo elle tombe, que ma mère la voie, puisqu'il y aura bien forcément quelqu'un qui, avec son immaturité, va vouloir continuer à entretenir le mal dans notre famille et à utiliser ce que je dis contre moi.
mais le mal est trop violent, trop grand, et moi j'ai décidé de casser le cycle des traumas intergénérationnels, familiaux. Et donc voilà. Et ce qui est fascinant, c'est quand tu étudies la psychologie des gens borderline, des narcissiques, tu vois les mécanismes manipulatoires en œuvre sont hallucinants. Les gens qui ne connaissent pas ces choses-là, qui sont entre guillemets normaux, je pense qu'on est tous, on a tous plus ou moins des problèmes psychologiques, mais il y a des degrés. Les gens normaux n'imaginent pas le degré de technicité et d'instinct des pervers narcissiques, des borderline. C'est hallucinant. Non seulement j'ai étudié les cas psychologiques, mais aussi j'ai étudié comment ils s'exprimaient dans une relation romantique. Et c'est c'est cosmique. Hein. Moi je m'incline, hein. Je suis pas à la hauteur. Ils sont trop forts. Mais voilà, donc dans le cas de ma mère, je souffre aujourd'hui parce qu'il y a une forme d'injustice. Et encore une fois, hein, mes deux parents étaient complètement cosmiques, frappés, quoi. Et c'est que ma mère a eu la brillance, je sais pas si c'est la brillance, mais pour moi c'est du haut vol, de se faire passer pour une victime alors qu'elle défonçait la famille avec ses hurlements, ses crises, ses manipulations. Nous, en tant qu'enfants, elle nous montre ça. Donc la meuf, elle se dit pas peut-être que les enfants ils ont 5 ans, on va peut-être attendre. Elle utilise mes sœurs et moi pour voir sa souffrance, pour utiliser notre imaginaire, parce que moi j'ai jamais vu mon père, en tout cas abusé physiquement. Je l'ai vu en crise de nerfs, uniquement, et des crises de nerfs qui étaient déclenchées par elle. Donc toi, quand t'es gamin, t'as l'impression que mais pourquoi papa est fou, et donc elle a fait un travail brillant d'abuser au quotidien un tout petit peu. Rien n'était assez bon, rien n'était bien, aucun, tu vois. Et ça a été l'une des plus grandes violences que j'ai eues dans ma vie, de la part de la personne que j'aime, ma mère. Et elle a utilisé la loyauté de ses enfants. Et en plus, elle a utilisé la religion pour nous empêcher de nous révolter contre la secte, contre le délire, en nous disant mais on doit respecter ses parents, c'est comme ça. Et toutes les velléités qu'on a pu avoir, c'était en général de sa part, comment peux-tu, comment oses-tu, un délire. Donc elle va essayer dans un univers comme ça d'avoir une connexion. Donc je suis en déconnexion avec ma mère depuis peut-être plus de 20 ans. Et tous ces comportements aujourd'hui, je les vois comme des comportements nuisibles, cherchant à créer le mal. Donc des fois, pendant des années, j'ai du mal à lui parler. Elle a fait des tentatives des fois de m'appeler, mais je sais que pendant pas mal d'années, elle pensait me punir en ne m'appelant pas, en me faisant subir le traitement du silence. Et aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 45 ans, j'ai eu l'impression que j'étais un petit enfant qui avait peur d'être puni par sa mère. Et ça m'a causé énormément de troubles. Et j'ai dû, depuis, reconstruire une colonne vertébrale. Et je vois ces abus de la part des gens que j'aime. Alors je préférais me battre avec 3 mecs dans une contre-allée que de subir la violence psychologique féminine de la mère. Tout ça, ça sert à rien, c'est de la merde. C'est des gens qui ont souffert, traumatisés, qui ne veulent pas faire leur travail pour se corriger. Et moi, j'ai vu ma mère avec son narcissisme empirer, et avec l'âge, ne se posant aucune question, pourquoi il y avait autant de difficultés.
Et blâmant le monde, blâmant les autres, blâmant mon père, blâmant, ça a été un casse-couille. En fait, voilà. Aujourd'hui, je réalise que ma mère a été abusive, imbuvable, casse-couille, qui a créé un climat de terreur et qui a forcé tout le monde à marcher sur des œufs. Parce que maman, parce que... Donc tout ça c'est de la merde et c'est des choses qui n'existeront pas dans ce que j'essaie de construire pour l'avenir. Et et donc voilà, donc les mécanismes brillants des pervers narcissiques, mais c'est du haut vol. Dans ma vie, j'ai eu un... Pourquoi je me suis... je sais plus parler en français. Je me suis obsédé. J'ai été obsédé par pas uniquement la psychologie. J'ai étudié pas mal de choses, et entre autres la spiritualité, les dynamiques homme-femme, la nature féminine, la nature masculine. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu un certain niveau en psychologie, j'ai commencé à faire une cartographie, de voir les éléments de ma famille et certains éléments de ma belle famille. Et j'ai pu faire un diagramme. Et en fait, il y a 4 grandes pathologies dans les cluster B personality disorder. Il y a l'aspect borderline, l'aspect narcissique, BPD, NPD et antisocial et histrionisme. Et moi, j'étais complètement embrumé jusqu'à 45 ans en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'attire les mauvaises femmes? Quel bordel et tout. Et à un moment donné, je me rends compte que ma mère... Je me rends compte qu'en fait, il y a la pathologie de ma mère. Ensuite, je me rends compte qu'une de mes ex est borderline. Après, j'essaye de me dire, allez, ce qui compte, c'est l'amour. Je me retrouve avec une autre femme qui était histrionique. Et donc, je me rends compte qu'il y a un pattern, il y a un motif. Ma mère, mon ex et mon autre ex. Donc on se retrouve, je me dis là il faut que tu fasses un truc, donc je fais mes recherches pour savoir, peut-être que c'est moi, j'ai fait des thérapies, j'ai fait des recherches et j'ai demandé à mes thérapeutes, je n'arrivais plus à voir le réel normalement. Et je dis vous pouvez me dire si je suis un pervers narcissique parce que j'y vois plus clair. Et j'ai eu ça pas mal de fois, et on m'a dit non mais non, et là je découvre petit à petit dans mes recherches que ma mère souffre de borderline et de narcissisme, donc c'est quelque chose qui m'était familier. Donc j'attire une femme qui avait un peu des caractéristiques comme ma mère. C'est essentiellement borderline. Et ensuite, j'ai les canards qui viennent pour m'écouter. Et ils sont marrants. Et ensuite, la dernière en date, à l'époque, non, il y a quelques années, je réalise qu'elle est histrionique. Et là, je commence à me dire waouh, et là, je fais un travail titanesque pour comprendre intellectuellement les choses, mais ça suffit pas. Donc, il a fallu que je fasse des thérapies, que je me bouffe des angoisses et des dépressions. Bref. Tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui je réalise que finalement les chances de succès de ma famille étaient vraiment très infimes, la famille d'où je viens, et que je pense qu'il y a eu des abus à un point. En fait, c'est une réaction en chaîne, c'est infernal. Les abus que ma mère, dans ses souffrances, nous avait subir. Elle n'était incapable de s'en rendre compte, et ça a été d'année en année de pire en pire pour camoufler, tu sais, comme quelqu'un qui ment
Et il faut qu'il se rappelle de ses mensonges, donc ça demande beaucoup d'énergie pour essayer d'être sûr que le mensonge, il est, tu vois, et donc tu peux pas vivre comme ça. Et, et, et donc je me suis rendu compte que voilà, il y a quelques années que ma mère souffrait de cette pathologie borderline et de perversion narcissique, la version vulnérable, qui est la pire. Mon père souffrait de narcissisme, mais qui est appelé grandiose. C'est le narcissisme que tu vois bien que mon père était en narcissisme. Mais le narcissisme le plus dangereux, c'est le narcissisme covert en anglais, ou vulnérable, et que je crois qu'il est essentiellement plus répandu du côté des mères. Et donc voilà, je parle de tout ça en espérant que ça pourra servir quelqu'un, mes enfants, mes neveux, pour ne pas attirer ce genre de personnes dans leur vie. Et un jour, je parlerai de tout ce que j'ai étudié pour expliquer comment on peut voir ça, les mécanismes. Mais c'est un monde hallucinant, quoi. Tu peux prendre 10 ans de ta vie et étudier ça, c'est sans fin. Et avant, j'avais un peu de mépris pour la psychologie en me disant que c'était pas une science. C'est un truc genre... Mais en fait, c'est hallucinant. Quand les gens souffrent de ces pathologies, les comportements sont identiques. Et il y a vraiment... Et le truc qui est fascinant, quand tu es avec quelqu'un qui est borderline ou pervers narcissique, il y a différents modes de manipulation. Et j'en parlerai en détail dans une autre vidéo, mais par exemple dans une relation romantique, t'es foutu, quoi. T'es pris au piège parce que les mécanismes des borderline narcissiques s'expriment différemment durant la relation par rapport à des intérêts pour perpétuer la relation le plus longtemps possible. Donc il y a les différentes étapes en général chez les personnes dysfonctionnelles. C'est au début c'est le honeymoon, donc tu as l'impression que c'est la passion, ça dure entre 3 et 1 an et demi, où tu crois vraiment que c'est la femme de ta vie et tout ça. Et après il y a des phénomènes de d'évaluation où finalement tu as l'impression qu'au début t'es fantasmé, t'es idéalisé, et après on te brise les jambes pour te dire... Et tous ces gens-là, en fait, ont une très faible estime d'eux-mêmes et ont des insécurités incroyables. C'est des gens, si tu les exposes et si tu leur dis « mais là tu dis une connerie » ou là tu t'es comporté de manière horrible, pour eux c'est l'enfer sur terre, ils ne peuvent pas. Moi... si on me dit « Atem, t'es un connard », je suis « ah merde, je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire ?» tu vois. Mais je vais pas aussi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et ce qui est brillant, c'est que je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui souffre de borderline ou de narcissisme, ou les deux, en général, ça vient main dans la main, mais j'expliquerai ça une autre fois. Durant la relation, pour éviter que l'autre les quitte, ils vont changer la dynamique de la relation pour se présenter à l'autre comme en étant son enfant, une forme de parentalisation. C'est-à-dire qu'en fait, une femme souffrant de ces pathologies-là, pour garder son homme, elle va se placer en forme comme si c'était son enfant. Et donc le mec, l'instinct de l'homme, c'est l'instinct du père, on ne rejette pas un enfant. Donc tu te retrouves cuit en disant je peux pas la rejeter, la pauvre, mais ça sera plus proche d'une dynamique entre un parent et son enfant plutôt qu'entre deux conjoints. Et bon, je vais arrêter de saouler avec tous ces détails, mais tout ça pour dire que c'est tellement flippant quand tu commences à piger. Je sais pas si... Aujourd'hui, je réalise que j'en sais trop. Et je connais beaucoup de mécanismes de manipulation et je me dis, on n'a qu'une vie. Comment je peux tenir dans cet environnement-là? Donc,
Et encore, moi j'ai eu de la chance, hein. J'ai une de mes sœurs qui a souffert, je pense, bien plus que moi, qui a été utilisée comme bouc émissaire. Parce que la dynamique avec les narcissiques, c'est qu'ils sont incapables d'avoir aucune responsabilité, hein. Ils ont toujours raison et c'est la faute du monde. Et donc ma mère, c'était la faute de tout, sauf d'elle. Jamais une fois, même pour un petit truc, hein, même un truc, jamais. Et donc c'était la faute de mon père, et elle a aussi le rôle du bouc émissaire est horrible. Je vous invite à faire des recherches sur internet. C'est une catastrophe, c'est le pire des abus. Moi, en étant le garçon avec la culture musulmane, j'ai peut-être moins souffert que ma sœur qui a été bouc émissaire. Et ça, aujourd'hui, j'ai été témoin de ça, donc voilà. Donc je tiens à dire que voilà, aujourd'hui j'avais besoin de vider mon sac. Ça peut paraître immature ou irrespectueux, mais j'avais besoin d'officiellement de dire ça. Et pour finir, je voulais dire que ces gens endommagés, on simplifie en disant qu'ils n'ont pas d'empathie, pas de compassion. En fait, c'est faux, hein. Ils ont tous de l'empathie et de la compassion, c'est la manière dont ils l'utilisent. Donc ma mère, par exemple, chez un pervers narcissique, la compassion est utilisée pas pour comprendre l'autre et aller vers lui pour le soutenir et lui dire « Oh mon Dieu, je t'ai fait du mal » ou bien « Tu souffres, qu'est-ce que je peux faire ?» mais plutôt pour l'utiliser comme un outil pour scanner l'autre, pour dire « Tiens, voilà, là, il souffre, donc ça veut dire que la prochaine fois, je peux peut-être utiliser ça. » Et puis voilà, et puis pour un borderline, la compassion, l'empathie sera utilisée pour défoncer l'autre, pour frapper l'autre, pour lui faire mal, parce que la personne borderline souffre à ce moment-là. Donc elle va utiliser, toutes ces personnes de la catégorie cluster B détournent l'empathie en quelque sorte, comme moyen de déchiffrer l'autre, hein, afin de mieux le manipuler et le faire souffrir. Donc ça, et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était un moyen de faire le bilan et de dire que ces choses-là existent malheureusement, et j'ai l'impression qu'avec le monde moderne et la technologie, les familles de plus en plus endommagées, divisées, les divorces, j'ai l'impression qu'on risque de voir de plus en plus de comportements toxiques et de perversions narcissiques dans un monde où l'ego est roi et où l'immaturité émotionnelle grandit. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai pas trop parlé de moi, mais si, c'est le but. Voilà. En tout cas, bon courage à tout le monde, bonne semaine. Et 2024, ça va être de la bombe. Ciao. Force et honneur. Ciao.